Service civique à la Ligue de protection des oiseaux à Clermont-Ferrand depuis janvier. Je travaille notamment sur la mission hérisson sur la métropole ainsi que sur le suivi des hirondelles sur la métropole. Et j'ai aussi pour mission d'animer 3 ateliers pour découvrir Faune France en général et l'application Naturaliste. Ok. Pour commencer, ce qu'on va voir ce soir, du coup. Faunora, qu'est-ce que c'est? Comment saisir sur Faunora? Comment saisir sur l'application Naturalist? Comment fonctionnent les codes Atlas? Et les demandes de vérification. Déjà, Faunora, qu'est-ce que c'est? Faunora, c'est une base de données naturaliste. On va voir aussi partenaire Faunora, ceux qui travaillent avec nous, et l'aspect portail, en gros, de Faunora. Pour commencer, une base de données naturaliste, c'est un outil de science participative qui permet de transmettre et consulter des observations naturalistes, et ainsi de contribuer activement à la connaissance et à la protection de la nature. Vous remarquerez assez rapidement qu'en fait, on entend parler de Faune France et de Faunora. En fait, c'est des sites miroirs, les deux sont reliés. Les données que vous allez rentrer sur Faunora sera transmises sur Faune France et inversement. Donc il n'y a pas de souci à utiliser Faune France plutôt que Faunora ou n'importe quelle faune régionale. Il y a aussi Faune Grand Est, etc. L'objectif, c'est du coup, c'est la gestion et la restitution des données naturalistes mis à la disposition de tous les observateurs de terrain. Et c'est important de rappeler, ça marche aussi bien pour les débutants que les personnes confirmées. Toutes les données sont bonnes à prendre pour nous. Et du coup, son objectif principal est de rassembler les données récoltées dans la région afin d'améliorer la connaissance de la faune et d'en assurer au mieux la protection. Les données alimentent en temps réel des restitutions cartographiques de la région, mais également les sites Visionature régionaux et nationaux. Et voilà pour l'objectif. On travaille du coup avec différents partenaires qui ont aussi accès aux bases de données, comme le GOA par exemple, le groupe Odonat Auvergne du coup pour tout ce qui est libellules, etc. Le GMA, le groupe mammalogique d'Auvergne, l'Observatoire des reptiles d'Auvergne, le groupe Saint-Pétrum, et bien évidemment, nous, la LPO. Du coup, comme je vous expliquais auparavant, vous pourrez retrouver un site Faunora, du coup, et une application Naturalist, avec les deux qui sont reliés ensemble, mais on reviendra un petit peu plus en détail après. Du coup, pourquoi transmettre ces observations? On va voir du coup la présentation du nombre de données produites, quelques exemples d'utilisation des données que nous, on va pouvoir faire, et les avantages de la saisie et de l'utilisation des différents portails. Et aussi l'avantage d'avoir son carnet d'observation numérique. Par exemple, pour quelques chiffres clés, c'est des vignettes de Faune France, ça du coup, mais à l'échelle nationale, sur l'année 2024, il y a eu 139 millions de données générées au total, dont 10 millions de données d'oiseaux, ce qui est énorme, avec plus de 38 000 contributeurs et 56 000 photos. Donc c'est relativement conséquent, mine de rien. Et on estime que le temps total de prospection est de 233 000 jours de journée de 7 heures, du coup fait par les utilisateurs, 12 millions d'heures et quasiment 2 millions de listes du coup, d'espèces collectées. Et on voit que sur les dernières années, c'est en très forte augmentation. Du coup, quelques exemples de à quoi servent les données. Par exemple, on peut s'en servir pour effectuer un atlas de répartition des espèces. Donc ça peut être l'atlas des oiseaux migrateurs, des oiseaux nicheurs, des mammifères. Ça contribue aussi à la recherche scientifique. Là, par exemple, il y a l'exemple de la migration du vulcain à l'échelle européenne, le vulcain qui est un papillon.
Du coup, on peut étudier sa migration grâce aux données recueillies sur faune. Définir les périodes de chasse aussi. Les données de Faune de France sont régulièrement utilisées pour apporter des éléments objectifs sur la détermination des périodes de migration et de reproduction des espèces chassables et contribuent à faire mieux respecter le droit en la matière. Ça contribue aux grands programmes européens et nationaux aussi. Donc, par exemple, pour le stock, le suivi temporel des oiseaux communs. Ça va alimenter l'ONB et le SINP et le rapportage communautaire des directives oiseaux et habitat faune-flore. Ça va aussi aider à l'élaboration des plans nationaux d'action, comme par exemple pour le milan royal, la pie-grièche grise et beaucoup d'autres espèces. Et ça permet aussi de mettre en place des moyens de protection pour les nichés, comme par exemple pour les buzzards qui vont nicher dans les champs. Bah, connaître leur emplacement via les données, ça permet à nous de venir marquer les lieux de reproduction pour éviter qu'ils se fassent écraser par un tracteur, par exemple. Ça permet aussi, quand il y a des coupes d'arbres, de s'assurer qu'il n'y a pas d'espèces protégées à l'intérieur. Donc, c'est vraiment un usage très très large et extrêmement important pour nous. Les avantages de la saisie, du coup, c'est de garder une trace pour vous de vos observations. Vous pouvez aussi, au site Faunora, consulter énormément d'observations pour savoir les espèces qui ont été observées aux alentours de chez vous. Vous allez avoir accès à des restitutions. Par exemple, il y a les cartes du moment où on peut voir sur l'année 2025 les premiers migrateurs qui reviennent sur les cartes, etc. Et comme je le disais avant, ça permet de participer à des enquêtes nationales ou européennes. Et ça permet aussi d'avoir son carnet d'observation numérique. Donc ça vous permet de savoir combien de données vous avez postées, combien d'espèces vous avez observées, dans quel département. Donc quand on est naturaliste, c'est toujours sympa de pouvoir revenir sur les différentes observations que l'on a pu faire. Du coup, pour saisir sur Faunora, je vais vous montrer comment s'inscrire, comment paramétrer son compte, comment saisir une donnée et comment saisir une liste. Donc, pour créer un compte Visionature, c'est le même compte pour l'ensemble des portails. Donc, si vous créez un compte Faunora, vous aurez un compte Faune France et inversement. Du coup, vous cliquez sur Participer. Vous pouvez après paramétrer votre compte Visionature à votre convenance. Du coup, sur l'onglet Personnalisation du site, vous pouvez par exemple choisir qui vous montre uniquement les observations qui ont été faites dans le Cantal et la Haute-Loire. Si vous voulez uniquement voir les espèces rares, les espèces introduites, etc. Vous pouvez transmettre des observations ponctuelles. Par exemple, si vous n'avez recensé que quelques espèces, donc admettons sur le scénario où vous allez faire vos courses et vous croisez une mésange charbonnière, vous pouvez transmettre ce qu'on appelle une observation ponctuelle, qui est par exemple une ou deux espèces qui ont été croisées sur votre trajet, en cliquant directement sur transmettre mes observations sur le site internet. Et si vous êtes resté plus de 5 minutes sur un site et que vous avez relevé toutes les espèces que vous avez vues, vous pouvez faire ce qu'on appelle une liste. Du coup, c'est quand vous cliquez sur participer, vous devez après cliquer sur je note toutes les espèces vues sur ce lieu-dit. Et vous, du coup, ça vous demande de mettre l'heure de la période où vous êtes resté et d'inclure toutes les espèces que vous avez observées. Nous, c'est ce qu'on privilégie. On préfère les données qui sont saisies par liste parce qu'elles nous renseignent sur les espèces observées à un endroit à un moment précis. Et ça nous renseigne également sur toutes les espèces qui n'ont pas été observées. Donc si vous restez 5 minutes sur un endroit où normalement on sait qu'il y a beaucoup de mésanges charbonnières, et ben, ça nous permet de savoir en fait que vous n'en avez pas observé. Et après, on pourra en faire des déductions. Donc d'établir la fréquence relative d'apparition dans l'espace et le temps des différentes espèces d'oiseaux, mais aussi d'étudier leur phénologie. Donc si vous pouvez rester 5 minutes, nous on préfère des listes complètes,
même si des observations ponctuelles sont très intéressantes aussi pour nous. Du coup, si vous avez besoin d'aide et des tutos sur comment utiliser le site, sur l'onglet tout à gauche et des tutos, vous allez retrouver comment paramétrer votre site, comment faire des listes, etc. Et pareil, comment utiliser Naturalist. Donc ça va reprendre un petit peu ce qu'on voit ce soir, mais si vous oubliez des éléments, vous pouvez tout simplement les retrouver aussi sur le site de Faune France et de Faunora. Maintenant, on va parler du coup de Naturalist, qui était un petit peu l'objet de ce webinaire. Comment télécharger l'application, comment la paramétrer, comment saisir une donnée opportuniste, comme on a vu avant, et comment saisir une liste. Donc, vous allez soit sur l'Apple Store si vous êtes chez Apple, soit sur le Play Store si vous êtes chez Android, et vous tapez Naturalist, du coup, directement, et vous tomberez sur cette application avec ce logo développé par Biolovision, qui développe nos applications. Et c'est une application qui va vous permettre de renseigner toutes les données que vous avez vues directement sur le terrain, plutôt que les rentrer une fois que vous êtes chez vous sur le site internet. Vous pourrez le faire directement avec l'application. Une fois que vous avez... ah oui, j'ai oublié de préciser quelque chose. Le compte avec lequel vous allez vous connecter est exactement le même avec lequel que vous aurez créé sur le site Faunora ou Faune France. Donc vous mettez les mêmes identifiants et le même mot de passe et vous serez connecté directement et relié à votre compte. Une fois que vous avez installé l'application et que vous vous êtes connecté, pour la paramétrer, vous cliquez sur Préférences. Et là, vous avez différentes options qui s'offrent à vous. Par exemple, la liste d'espèces, parce que par défaut, vous n'allez pas avoir forcément les listes d'espèces qui vont être installées. Donc, vous cliquez dessus et vous choisissez les listes d'espèces que vous voulez, par exemple la liste oiseaux, et comme ça, vous aurez accès à toutes les espèces pour pouvoir les renseigner. Plusieurs listes vont s'offrir à vous avec des liens de sites internet. Nous, on vous conseille d'utiliser les listes où il y a marqué Faune France directement pour être sûr d'avoir accès à tous les modules qu'offre l'application. Vous pouvez choisir la langue de saisie. Par exemple, si vous voulez avoir les noms français, anglais ou les noms scientifiques, les noms latins, si vous préférez, notamment pour l'entomologie, des fois c'est plus pratique d'avoir les noms latins. Les couches cartographiques. Si vous voulez que sur l'application, ça soit Google Maps ou des orthophotos en vue satellite, vous pouvez aussi choisir. Et vous pouvez aussi télécharger les cartes en hors ligne. Ça, c'est plutôt pratique quand vous faites du terrain et que vous n'avez pas de réseau, de pouvoir quand même avoir accès à votre fond de carte sans, sans devoir en le téléchargeant une seule fois. Bon, par contre, faites attention, ça prend de la place quand même. Donc, vous pouvez choisir la taille limite que vous téléchargez quand vous téléchargez une carte. Du coup, pour saisir une donnée opportuniste, ce que je vous parlais tout à l'heure, du coup, d'une donnée ponctuelle, par exemple, une ou deux mésanges quand vous allez faire vos courses. Une fois que vous êtes dans l'application, comme sur l'image tout à gauche, vous allez cliquer sur plus. Là, vous allez avoir plusieurs choix. Si vous êtes directement sur le terrain, que vous venez de voir la mésange au-dessus de vous, vous cliquez directement sur le terrain. Et si c'était il y a une demi-heure, vous pouvez cliquer sur antérieur. Il vous demandera juste de positionner la localisation et, euh, et l'heure à laquelle vous l'avez vu. Après, du coup, l'application, elle va vous localiser. Il est important d'activer du coup le GPS dans votre téléphone afin de pouvoir situer votre position. Donc, vous pouvez vous appuyer sur sur le petit logo position, pour être sûr que vous êtes bien à l'endroit où il vous localise. Puis, vous pouvez, si vous avez une localisation pas exactement très précise, bouger votre écran pour mettre le curseur sur l'endroit exact où vous êtes. Et enfin, vous appuyez sur suivant.
Après, vous choisissez premièrement en haut votre taxon avec les logos. Ça peut être les amphibiens, les mammifères, les reptiles, etc. Donc, vous cliquez, vous tapez le nom de l'espèce. Donc là, par exemple, on aurait cliqué sur oiseau, maison charbonnière. Et après, vous rentrez l'effectif, combien vous avez vu. Vous pouvez rentrer sur supérieur ou égal, parce que par exemple, je sais pas, dans un champ, vous voyez une centaine de vanneaux, vous pouvez mettre supérieur ou égal à ce nombre que vous estimez, strictement égal, ou à peu près, en fonction de votre capacité à pouvoir compter les individus présents. Et après, avant d'enregistrer votre donnée, ça va vous proposer plusieurs choses. Premièrement, vous pouvez mettre une remarque. Par exemple, Méjean Charbonnière, si, je sais pas, par exemple, si elle avait une bague ou qu'elle était avec un signe particulier ou une remarque à faire, vous pouvez le mettre. Comme ça sera directement relié à l'observation. Vous pouvez mettre une remarque protégée aussi, qui seront vues uniquement par les administrateurs de faune. Vous pouvez ajouter des détails, comme on voit dans l'onglet numéro 2. Dans ce cas-là, vous pouvez, par exemple, ça va être compliqué sur une maison charbonnière, mais par exemple, je sais pas, sur des canards colverts, par exemple, où vous pourriez mettre un mâle adulte facilement, et après, par exemple, en vol, posé, etc. Et dans ce cas-là, vous pouvez aussi rentrer une femelle adulte si c'est un couple. Voilà. Et enfin, il y a une catégorie mortalité et blessure. Par exemple, si vous trouvez une chouette effraie morte au bord de la route, vous pouvez rentrer qu'elle est morte, probablement à cause d'une collision routière. Ou après, il y a différentes choses. Ça peut être de la prédation aussi, ça peut être de la destruction volontaire si vous voyez des gens casser des nids de rondelles. Voilà, vous pouvez rentrer tous les détails par rapport à la mortalité et ça compte aussi pour les animaux qui seraient blessés, du coup. Maintenant, on va voir saisir une liste. Ça, c'est ce dont je vous parlais la dernière fois, enfin tout à l'heure, que l'on va privilégier. Vous pouvez par exemple faire une liste détaillée. Ça, c'est vraiment le top. En fait, vous allez avoir un chrono qui va s'afficher en haut et vous allez pouvoir entrer précisément les espèces que vous observez autour de vous. Donc, vous rentrez sur une liste, par exemple, vous vous baladez pendant 30 minutes dans un parc, et ben vous lancez une liste et vous rentrez précisément sur la même liste toutes les espèces que vous aurez vues pendant la balade. Après, il y a les listes simplifiées aussi, où vous allez uniquement marquer les espèces que vous avez vues, mais elles seront pas géolocalisées précisément. On va dire c'est un petit peu moins encombrant à faire. Et enfin, il y a les époques, c'est l'évolution des populations d'oiseaux communs qui est possible de faire à partir du printemps. Et ça, c'est un protocole de 5 minutes où vous allez lancer cette liste que vous retrouvez aussi avec les autres listes, où pendant 5 minutes sur un point fixe, vous allez rentrer toutes les espèces que vous avez vues et entendues. Donc nous, ça nous permet de mesurer l'évolution du coup des populations d'oiseaux communs. Et ça prend 5 minutes, c'est ludique, c'est sympa à faire. Voilà. Par rapport au point GPS, vous allez voir assez vite, il y a des smileys. Si le smiley est gris et triste, ça veut dire que la géolocalisation elle est imprécise. Donc dans ce cas-là, ce qui est bien, c'est d'appuyer sur le bouton géolocaliser, le bouton 1, jusqu'à ce que le smiley soit jaune. Comme ça veut dire que votre localisation est précise et fiable. Voilà. Du coup, ça, si je vous l'avais expliqué un petit peu avant, mais le logo 1, c'est le chronomètre quand vous faites des listes ou des époques qui sera marqué en haut. Le deuxième symbole, ça vous permet de visualiser vos dernières saisies. En gros, vous aurez la liste de ce que vous avez vu dans votre liste, en fait.
Comme ça, vous pouvez revenir dessus aussi. Si dans votre liste, vous êtes trompé, vous avez mis une maison Juppé à la place d'une maison charbonnière, vous pouvez juste cliquer dessus et faire modifier la donnée pour mettre la bonne espèce. Les signes plus et moins, ça vous permet de zoomer et dézoomer sur la carte. Et enfin, le petit logo 4 avec les feuilles empilées, ça vous permet de changer le fond de carte si vous voulez plutôt des cartes IGN ou des orthophotos, des vues satellites, tout ça. Hop, ok. Une fois que vous avez fini votre liste, du coup, vous appuyez sur le petit carré en haut à droite du chronomètre. Ça va vous demander si vous êtes bien sûr de vouloir arrêter la liste et vous pouvez mettre OK si c'est le cas. À la fin, du coup, ils vont vous demander si vous avez pu signaler toutes les espèces ou que vous n'avez pas pu signaler toutes les espèces. Ça va vous demander de mettre l'heure précise du début et de la fin de votre liste. Et quand vous avez fini, du coup, vous pouvez juste cliquer sur synchroniser, enfin observation à synchroniser pour que ça soit transmis du coup dans nos bases de données. Pareil pour les observations ponctuelles. Dès que vous en rentrez une, sur votre écran d'accueil, vous aurez par exemple une observation à synchroniser. Quand vous le voulez, vous cliquez dessus pour nous les envoyer. C'est important de le faire quand vous avez du réseau ou du Wi-Fi pour être sûr qu'elle soit bien transmise. Et du coup, il y avait une petite partie que je vous avais pas précisée quand on revenait un petit peu avant. C'est du coup là, à côté du détail, il y a code class. Et donc ça, on va un petit peu préciser ce que c'est. Du coup, les code class, ça permet de qualifier les niveaux de certitude des cas de nidification observés selon une grille d'indices proposée. Donc, quand vous allez faire une observation d'oiseaux pendant les périodes de reproduction, en fait, ça va vous demander de mettre un code. Du coup, on va détailler un petit peu cela. Si à la fin de la visio, vous avez toujours du mal avec les codes Atlas, sur le site de Faune France, vous pouvez retrouver une fiche mémo des codes Atlas qui est vraiment super bien faite, que je vous conseille totalement. Donc du coup, les codes Atlas sont utilisés pour les oiseaux pendant la période de reproduction. Ils sont utilisés pour la création d'atlas des oiseaux nicheurs. Donc on va distinguer trois catégories de niveaux d'indice: les nicheurs possibles, les nicheurs probables et les nicheurs certains. Donc dans la catégorie nidification possible, ça veut dire on va être dans la catégorie la plus basse, ça va être par exemple espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat favorable à sa nidification, ou un mâle chanteur par exemple. Donc une maison charbonnière qui va chanter, vous pouvez par exemple rentrer en code 2. Après, on va passer une catégorie au-dessus, qui est les nidifications probables. Par exemple, couple observé dans un habitat favorable durant la saison de reproduction, les comportements territoriaux, les chants, querelles avec les voisins, etc. Mais sur le même territoire, sur au moins 2 journées différentes, à 7 jours ou plus d'intervalle. Donc ça veut dire que ça va être un chant ou des comportements territoriaux, mais sur une durée pour assurer en gros le comportement territorial et que ce soit pas un événement occasionnel. Des parades nuptiales, la fréquentation d'un site de nid potentiel, par exemple des hirondelles qui retournent au niveau d'anciens nids, etc. Des signes de cri ou d'inquiétude pardon, d'un individu adulte, présence d'une plaque incubatrice, construction d'un nid, par exemple une hirondelle qui ramène de la boue sur un nid, ou une pie qui ramène des branches sur un nid. Et enfin, les nicheurs certains. Du coup, eux, ça va être des adultes feignants ou cherchant à détourner l'attention. Certaines espèces vont faire semblant d'être blessées à l'abord d'un nid pour vous détourner du nid. Des nids récemment utilisés avec des coquilles vides, des jeunes fraîchement envolés, adultes entrant ou quittant sur un site de nid. Voilà. Adultes transportant des sacs fécaux de la nourriture pour les jeunes. Ni avec adultes vus couvant, du coup, des individus qui couvraient. Des nids avec des jeunes. Voilà, là, on est sûr de la nicher, du coup.
Et enfin, on a des codes un petit peu particuliers. Donc, par exemple, c'est si vous n'avez pas pu exactement délimiter quel code Atlas c'est, vous pouvez mettre une nidification possible, probable ou certaine qui permet de balayer toute la catégorie, mais on préférera quand même un code précis. Et enfin, il y a le code 99 qui veut dire qu'une espèce n'est pas présente. Ça, c'est dans des cas un petit peu plus particuliers, par exemple sur du suivi sur des sites où on sait qu'il y a des espèces, bon, pour informer que l'espèce n'est plus présente sur ce lieu, où on peut rentrer un code 99 directement. Sur Phonora, les codes, du coup, si vous rentrez sur ordinateur, c'est exactement les mêmes. Et du coup, vous avez la liste des codes. Et si vous laissez le curseur sur le code sans cliquer, vous aurez la description du code Atlas directement. Et la page code Atlas apparaît automatiquement lors de la saison de reproduction, quand une espèce est, on va dire, dans une période favorable à la reproduction. Donc, comme ça, dès que vous rentrez une observation d'un individu pendant la période de reproduction, la, la page code Atlas s'ouvrira automatiquement pour vous inciter à rentrer un code et ne pas oublier. Même si vous avez un cas où aucun code est rentrable, vous mettez pas de code Atlas. Il y a une nouvelle fonctionnalité maintenant qui existe aussi, c'est quand vous faites des sorties sur le terrain, par exemple, vous êtes à 5 sur le terrain à compter des oiseaux. Et ben, ce que vous pouvez faire, c'est partager les données avec les autres observateurs qui sont avec vous. Donc ça, c'est pratique, plutôt d'être à 5 à chacun rentrer l'espèce dans son téléphone, une seule personne peut les rentrer. Et à la fin, c'est tout simple, vous cliquez sur plus, et vous cliquez après sur le premier logo encore plus. Vous sélectionnez les données que vous voulez partager, vous cliquez sur la flèche, et du coup, l'autre personne cliquera lui, et ça va vous générer un QR code, du coup, à partager. Et l'autre personne aura juste à scanner le QR code, et comme ça, lui, ça lui attribuera aussi les données d'observation de cette journée. Et nous, on va conclure sur les demandes de vérification, du coup. Du coup, comme je le précisais tout à l'heure, c'est un outil qui s'adresse à des naturalistes plus ou moins expérimentés. Du coup, on a besoin de contrôler les données. Vous pouvez faire des erreurs sur la prise de données, ça arrive à tout le monde. Il n'y a pas de souci, et c'est pour ça qu'on a des validateurs ou vérificateurs qui sont bénévoles, qui nous permettent de vérifier les données. Par exemple, si on voit qu'il y a une donnée de Bondrée à Pivor en décembre, on se dira que c'est peut-être un peu tôt, et du coup, ça mettra une alerte chez le validateur qui viendra vérifier ça. Du coup, sur Phone France, quand vous avez une donnée qui, en gros, est passée par un filtre, qui est un petit peu, du coup, qui lèverait des suspicions sur la donnée, vous avez soit le logo point d'interrogation, logo bleu, c'est-à-dire qu'elle est en cours de vérification. La donnée orange, en gros, c'est que la donnée est correcte, mais elle demande un complément d'information. Donc, ça peut être par exemple, peut-être que le validateur aurait besoin d'une photo ou d'un enregistrement de son, si c'est des espèces où c'est étonnant qu'elles soient là à cette période, mais que ça soit quand même possible. Et enfin, le rouge point d'exclamation, c'est que la donnée ne peut pas être prise en compte parce que un manque de documentation, voilà, aussi, si c'est une espèce qui a jamais été observée en France et que il n'y a pas une photo, il n'y a pas quelque chose, ça va être compliqué de confirmer la donnée dans ce cas-là. Et du coup, si votre donnée est retoquée, entre guillemets, vous recevrez un mail d'un vérificateur qui vous demandera quelques informations. Ou par exemple, ça peut être moi, ça m'arrive de temps en temps de faire une faute de frappe aussi dans ma liste, de cliquer sur la mauvaise espèce et de me retrouver avec une espèce totalement improbable. Bah, dans ce cas-là, il vous enverra un petit mail pour vous demander est-ce que vous êtes bien sûr de votre donnée, ou est-ce que c'est une erreur, ou est-ce qu'ils ont besoin d'un peu plus d'informations. Et vous pouvez aussi le voir sur le site de Phonora, ou directement à droite sur le site, vous verrez dans cet onglet
que, par exemple, il y a une des données qui aurait besoin d'une vérification avec un petit commentaire. Voilà pour la présentation du coup de Fonora et de Naturalist.